Voyez-vous le modèle d'agence ou de médias s'imposer sur ce marché? Étant une agence de contenu intégrée au groupe Figaro, je souhaite bien entendu à ce que, en tant que professionnel de la production de contenu, on puisse avoir une place sur ce marché. Après, est-ce qu'il doit vraiment y avoir un qui s'impose plus que l'autre? Je pense que vu les besoins en production de contenu qu'il y a aujourd'hui, il n'y a pas forcément besoin qu'on s'impose ou qu'ils aient une quelconque crainte du fait qu'on prenne un petit bout de place sur le marché. Pourquoi est-ce que les marques produisent du contenu? Et la question qui va avec, est-ce que les médias ne suffisent pas déjà? Les marques produisent du contenu pourquoi? Pour faire rayonner leur marque, pour faire rayonner leur vision du monde, pour faire grandir leurs audiences, pour faire grandir leur communauté. Et puis aussi un moment pour vendre, ça arrive un moment aussi, faut pas l'oublier. Et puis on pourrait en parler de communication externe, faut pas oublier aussi qu'il y a la communication interne. On parle beaucoup d'employés advocacy. Les contenus servent aussi à animer les communautés internes, c'est très important dans les entreprises, dans les organisations. Alors après la question c'était pourquoi les médias ne suffisent pas? En fait, c'est pas qu'ils suffisent pas, c'est qu'ils ont toujours été là et parfois, on a l'occasion d'en causer, ils ont une compétence sur des audiences, des secteurs qui est extrêmement précieuse. Mais des médias, ça fait une certaine typologie de contenu. Et puis à un moment, on parlait de marques B2C, ça peut être des marques B2B, on a besoin de contenu, pas seulement, on va dire, pour séduire, capter une audience, mais aussi de contenu qui parle concrètement de marques, de produits. C'est pas toujours la mission des médias. Pas toujours ce qu'ils ont envie de faire aussi, fondamentalement. Une marque aujourd'hui, pour pouvoir s'exprimer en effet, soit elle avait vraiment le contenu qui est la grammaire publicitaire plus traditionnelle, soit c'est la grammaire du contenu justement, si on va vers plus du brand journalisme ou vers tout ce qui va être des explications un peu plus longues qui portent des valeurs de manière un petit peu différente que simplement une image et un claim. Là aujourd'hui, il y a un vrai besoin. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, le conso, il veut acheter un produit, mais comme on dit souvent, il veut aussi acheter comment c'est produit et aussi pourquoi c'est produit. Et ce comment et ce pourquoi, si je veux bien l'expliquer, on va normalement être obligé à un moment de sortir de l'écriture publicitaire traditionnelle. Donc à ce moment-là, forcément, il va arriver des logiques de est-ce qu'il ne faut pas que je crée carrément toute une ligne éditoriale, ou est-ce qu'il faut que je la fasse vivre, est-ce qu'il faut que je la fasse vivre en print, est-ce qu'il faut que je fasse mon propre média, est-ce que ça doit être uniquement sur les réseaux sociaux, est-ce que je fais un événement pour en parler? Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le terme contenu devient tellement protéiforme que c'est un peu compliqué d'en définir exactement les limites. Quel est l'avantage concurrentiel d'un média face à une agence? Dès qu'on a un sujet un peu important et qu'il nous faut une bonne connaissance du secteur, on peut interroger nos journalistes en amont. Donc c'est des vrais moteurs de planning strat, on peut aller leur demander pour tel modèle de voiture, ça va sortir normalement vers tel moment, c'est qu'est-ce que ça représente pour la marque, etc. Souvent ce qu'on dit c'est que une demi-heure avec le journaliste, c'est à peu près une semaine de recherche Google planning strat traditionnel. Donc c'est un vrai avantage. Deuxième chose, c'est justement notre data propriétaire. Donc on va écouter justement le plus possible. La data, on est beaucoup à en parler, mais en fait pour pouvoir vraiment en faire, il en faut énormément. Donc nous, comme on a nos 36 millions de visiteurs uniques, ça permet justement d'avoir suffisamment de granularité. Quel est l'avantage concurrentiel d'une agence face à un média? Sur le planning strat, j'ai du mal à imaginer que quelqu'un qui travaille dans une structure média, qui est quand même attaché à une régie pub, fasse le planning strat de la même manière qu'un planning strat en agence. Quand on prend un brief en agence, on ouvre absolument tous les tiroirs, on ne sait pas où on va finir. Peut-être qu'on va finir chez un média, peut-être que ça sera la reco, d'aller chercher finalement une empathie, une affinité audience, quelque chose on n'a pas. Ça, sérieusement, et on l'a déjà fait, en l'occurrence. Donc en fait, on ouvre tous les tiroirs, on a une approche, évidemment, oui, on fait aussi du social listening, on s'en méfie aussi beaucoup, parce qu'il peut y avoir beaucoup de biais derrière ça. Il y a d'autres moyens, alors c'est clair que vous avez des datas à disposition qui sont colossales, c'est évident. Nous, on essaie aussi, il y a plein d'autres biais de récupérer de la data, peut-être pas dans ces volumes-là, bien évidemment, mais on a aussi des approches parfois souvent très sociologiques du sujet. Il y a des vrais, on a au planning strat, il y a des têtes très intéressantes, c'est pas que du digital, c'est des approches très socio, éco, et à nouveau, on ne sait pas où on va finir. Voilà.
Donc, et donc, je veux dire, c'est qu'il n'y a pas du tout un parti pris. On n'a pas une tutelle média ou un impératif de servir des supports. Je ne dis pas que toutes les pensées sont consultées par ça. Mais, on a le choix, mais voilà, je pense que c'est quand même un point important. On est peut-être qu'il y a un conseil qui est un petit peu plus agnostique. Voyez-vous le modèle d'agence ou de médias s'imposer sur ce marché? Je n'ai pas cette angoisse, en fait, pour être clair, sur ce sujet. Non, par contre, après, il y a des questions qu'on peut se poser ensemble, d'ailleurs, c'est de dire, dans 5 ans, est-ce qu'il y aura des choses qui seront plus internalisées au sein des marques? On l'a vu, on voit des mouvements. Il y en a qui se cherchent, notamment sur tout ce qui est social media management, influence. Il y a des paris intéressants qui sont faits. Donc, forcément que les curseurs, par exemple, vont bouger. Donc, peut-être qu'il y aura des sujets qui sont aujourd'hui assez mécaniquement confiés aux agences, qui seront demain plus internalisés, ça c'est des choses qui sont possibles, et que les curseurs se déplacent parce que d'où il y a des nouveaux sujets qui vont débarquer, qu'on ne connaît pas forcément encore, sur lesquels il faudra du conseil, sur lesquels il faudra finalement un investissement avec un risque d'agence, parce que l'agence sera capable de rentabiliser finalement cet effort d'apprentissage, cette courbe d'apprentissage sur N clients. C'est ça aussi, fondamentalement, le modèle. Et en plus de ça, alors qu'on est dans une industrie des médias qui, de toute façon, ont un devoir aujourd'hui pour leur propre survie, qui est de mettre à disposition des partenaires toutes les expertises qu'ils pourraient avoir en interne et qu'ils pourraient vendre autour. Si de toute façon les espaces publicitaires permettaient aux médias de vivre aisément, etc., je ne sais pas si je serais là, pour être honnête. C'est normal, c'est de la diversification. Mais de la même manière que le groupe Figaro a racheté Marco Vasco et Maison du Voyage, c'est le deuxième plus gros voyagiste sur mesure de France. Est-ce que c'est pour autant qu'on doit se dire, est-ce que les groupes médias sont l'avenir des agences de voyage? Pas forcément. On a un trading desk, est-ce que ça veut dire qu'on est forcément on est tellement diversifié au sein d'un groupe média aujourd'hui comme le groupe Figaro que c'est pas pour autant qu'on va avoir le même des 14 Haussmann dans tous les médias de France et qu'on va venir attaquer le marché pour tuer les agences. C'est pas comme ça qu'on le voit, quoi. Puis c'est pas comme ça qu'il faut le voir, parce que c'est pas comme ça que ça va se passer.